Donc, nous accueillons maintenant le professeur Dan Longroy pour l'étude Flipcard. Merci Dan. Mesdames, Messieurs, bonjour Dan Longroy, Bichat. Je remercie le comité scientifique pour l'opportunité. Donc, j'avais déjà présenté cette étude. Je vais vous expliquer pourquoi je la représente. Et avant de discuter des résultats, donc le contexte dans lequel j'aimerais que vous analysiez cette étude est le suivant. Il y a énormément de recommandations. Et en même temps, chaque fois qu'on regarde l'implémentation de ces recommandations, on arrive à la conclusion qu'elles sont mal ou peu implémentées. Et il n'y a quasiment aucune étude sur l'impact du respect ou de non-respect de ces recommandations. Et donc, on a voulu faire cette étude autour donc, de ces sujets. Et juste un message pour l'ASFAR. Donc, dans l'actuel RFE, optimisation hémodynamique, j'avais essayé, en parlant aux membres du comité des référentiels, d'inclure une stratégie d'implémentation. On m'a répondu que l'ASFAR n'avait pas l'expérience, que ce n'était pas faisable, en tout cas dans l'immédiat. J'ai insisté auprès de l'ESAIC et l'actuel RFE qui va être bientôt publié sur le monitorage donc, de la curarisation comporte une partie stratégie d'implémentation et suivi de l'implémentation qui fait partie intégrante de cet RFE. Je crois dur qu'en faire que c'est indispensable, c'est la prochaine étape de ces recommandations et qu'on ne conçoit pas une recommandation de la même manière si l'implémentation fait partie d'emblée de cette recommandation versus on laisse ça au hasard ou pas du tout. Donc, Flipcard a été financé par le LFB et la SFAR a été le promoteur et je tiens à apporter mes remerciements les plus sincères à la SFAR. Et donc, ça s'inscrit dans ce contexte-là. On dit mais même les meilleures recommandations sont peu ou pas implémentées. Donc, on a voulu effectivement savoir quelles étaient les conséquences donc, du respect ou du non-respect des recommandations donc, de l'ESA et ESAIC là, sur l'utilisation des concentrés de fibrinogen en chirurgie cardiaque adulte. Donc, ça, c'est les membres du comité scientifique que je remercie. Et puis, un remerciement particulier pour Pascal Colson, je ne sais pas s'il est dans la salle, parce qu'il est venu au bout d'une première analyse que nous avons faite, que je vais vous détailler, avec une idée qui, en fait, montrait que j'avais manqué un tout petit peu de rigueur et qui nous a demandé à juste titre de refaire les analyses pour être en cohérence avec ce qu'on a mis dans les objectifs de l'étude. Donc ça, c'est les centres qui ont travaillé, donc c'est important. Il y a un seul centre non universitaire, c'est le centre Marine Long, et puis tous les autres centres présents ici ont inclus à peu près 200 patients, à l'exception du CHU d'Angers, qui, pour des raisons de multiples fins bureaucratiques de leur DRCD, URC, n'a commencé à inclure que très très tard. Je leur dis chaque fois qu'ils nous aident qu'on les remercie parce qu'aux États-Unis, on réussit grâce au système et nous, en France, on a ce don-là de réussir malgré le système. Donc, on a réussi quand même malgré le système, donc c'est tout un autre honneur. Donc, étude prospective, il fallait avoir au moins 500 patients par centre chirurgie cardiaque adulte avec circulation extracorporelle, les investigateurs médecins anesthésistes, la base nous appartient. On était parti sur une hypothèse de travail de 10% de patients qui auraient besoin donc, de prescription de concentrés de fibrinogène. Il y a donc à peu près 3000 patients. Le calcul d'effectif est un tout petit peu artificiel. Donc c'est in fine 2700 patients qui ont été inclus, mais chaque patient devait appartenir à une case. Donc il y avait une recommandation positive de concentré de fibrinogène où il n'y avait pas de recommandation et pas de prescription. Il n'y avait pas de recommandation, mais il y avait une prescription quand même. Donc, c'est un non-respect de recommandation par surprescription. Il y avait une recommandation et il y avait une prescription. Et puis, il y avait une recommandation et la prescription n'était pas conforme. Donc, il n'y a aucun patient qui ne pouvait être classé dans une de ces cases. Et donc, vous remarquez que la prescription, c'est factuel. Le respect de la recommandation est une interprétation. Donc, cette interprétation a été faite par des membres donc, du comité scientifique, les critères d'inclusion très larges, plus de 18 ans, acceptation de participation à l'étude des chirurgies cardiaques avec CEC. On est allé assez vite pour inclure donc, les 2665 patients in fine dans les 14 centres. Ça représentait à peu près pour ces centres 4280 patients sur les périodes
respectives d'inclusion, donc ça a été une moyenne tendance, ça n'est pas simultané. Et puis, on a eu 14% de patients qui ont reçu des concentrés de fibrinogène. Donc, c'était au-dessus de nos estimations initiales qui étaient à peu près de 10%. Et 86% des patients n'ont pas reçu de concentré de fibrinogène. Donc, première, deuxième administration. Donc, ce que vous voyez ici, donc P-, c'est patients pour lesquels il n'y avait pas eu de prescription. Donc, c'est factuel. P+, ceux qui en avaient reçu. Et donc, ça, effectivement, les patients ne sont pas les mêmes parce que ça saignait beaucoup plus dans le groupe de patients qui avaient reçu des concentrés de fibrinogène à H24, H48 et au niveau des retraits de dents. Donc, clairement, il y a eu de la prescription de fibrinogène chez des patients qui, in fine, ont saigné. Ces différences sont hautement significatives. Et là, vous voyez un élément extrêmement important. Donc, je vous ai dit, il y a à peu près 200 patients par centre, à l'exception de ce centre-là, du centre 13. Et puis, vous avez ici, dans le tableau de droite, le pourcentage de patients qui a reçu des concentrés de fibrinogène par centre. Donc, on part de quasiment 1% au centre 1 jusqu'à 31%. Donc, c'est les ratios centre le plus prescripteur versus centre le moins prescripteur est absolument invraisemblable. Bien sûr que, puisque c'est des patients qui ont saigné, ils ont reçu aussi beaucoup plus de produits sanguins labiles. Donc, 72%, c'est assez impressionnant. Hein, c'est vraiment le quartile haut de transfusion de CGR. Pas de différence entre ceux les patients qui ont reçu ou non des concentrés de fibrinogène, plus donc de PFC lorsqu'on a reçu des concentrés de fibrinogène, plus de plaquettes et autres aussi, plus. Donc il y a ces différences hautement significatives. Et là, je vous montre juste pour les PFC. De nouveau, il y a des centres qui prescrivent PFC chez 3,7% des patients et d'autres donc à 63%. Donc un effet centre absolument monstrueux. Ça, c'est sur la prescription péropératoire et post-opératoire. Et donc, c'est là où ça devient intéressant parce que ce que vous voyez ici, c'est la répartition P+, donc prescription, P-, pas de prescription, et indication absente ou indication présente. Donc, grosso modo, ce que l'on voit, c'est qu'il y a des patients donc, qui n'avaient pas d'indication et pour lesquels il y a quand même la prescription. Et à contrario, il y a des patients qui avaient une indication de prescription, mais qui n'avaient pas reçu les concentrés de fibrinogène. Donc, on ne respecte pas les recommandations par excès de prescription, mais il y a un faible pourcentage de patients pour lesquels il y a effectivement indication et on ne respecte pas donc on n'administre pas alors qu'il aurait peut-être fallu administrer. Et donc là où les choses commencent à être difficiles, la première analyse multivariée que nous avions faite était est-ce que la prescription versus la non-prescription de concentrés de fibrinogène ajustée sur les caractéristiques du patient, le type de chirurgie, la durée de CEC et la prescription de produits sanguins labiles, est-ce que cette prescription était-elle associée à une augmentation du risque de mortalité et de la durée de séjour post-opératoire comme élément qui intègre, on a toutes les complications, mais elles ne sont pas robustes, bien sûr, mais et la réponse est non. Et puis après, Pascal Colson nous a demandé à juste titre de vérifier l'association statistique entre non-respect de prescription ajustée sur non-respect par prescription en essai ou non-respect des recommandations par sous-prescription et la mortalité. Et la réponse est il n'y a pas d'association statistique entre non-respect des recommandations par rapport au respect ajusté sur prescription par excès ou prescription par défaut et la mortalité, en sachant qu'il n'y a pas énormément de patients. Et puis la même chose pour les durées de séjour. Alors que cette association existe pour les produits sanguins labiles. Donc ce qui a pris pas mal de temps, c'est travailler avec l'astatisticien pour nous assurer que ce modèle est statistiquement, pas forcément en termes de raisonnement clinique, robuste. Et donc on n'a pas le droit de faire ça parce que logiquement on est censé avoir un plan statistique qu'on a eu. Donc la base n'a été, donc on a clôturé la base et donc on n'avait pas fait du phishing là, donc à la recherche de valeurs de P significatives, et on a juste retravaillé sur ces histoires donc pour nous assurer que nos conclusions sur pas d'association statistique entre non-respect des recommandations versus mortalité étaient robustes et ce n'était pas un artefact de modèle multivarié où on a la conviction que ce n'est pas le cas.
Donc, si vous regardez comme ça à la louche, dans 85% des cas, il y a respect des recommandations. Mais là, c'est très simple parce que c'est la plupart des patients qui n'ont pas saigné, qui n'avaient pas d'indication, il n'y a pas de débat. Et quand vous regardez les non-respects, il y a beaucoup plus de non-respects par surprescription et il y a relativement peu de non-respect par sous-prescription. Et là, ça nous renvoie effectivement à des considérations sur les critères sur lesquels on prescrit. Donc, il y a énormément d'empirisme. Et juste pour vous dire, donc là, le manuscrit est écrit, il va être en voie de finalisation et envoyé au centre investigateur pour être renvoyé assez vite. Et puis, moi, je suis intéressé par ces effets centres. Donc, on travaille avec une boîte qui fait du réseau bayésien dans les analyses. Et on voit bien d'où viennent ces grandes disparités intercentres. Et je pense que, bah oui, sauf que toute la littérature, on les a mis en évidence. Il n'y a aucune démarche pour voir d'où vient l'effet centre. Et l'effet centre sort dans les analyses multivariées de manière extrêmement importante. Et donc, du coup, je pense que si on devait revoir les recommandations à la lumière de ces résultats-là, d'où vient le bruit? Le bruit vient du fait qu'on définit un patient qui saigne a posteriori, H24, mais qu'il n'y a pas de définition crédible et robuste du saignement en temps réel. Et j'aurais tendance à dire, après avoir vu ces résultats, que vu l'association statistique entre prescription de produits sanguins labiles et effet délétère, j'aurais tendance à dire qu'il ne faut pas anticiper en chirurgie cardiaque. Si ça saigne, on va corriger, mais je pense que ça va saigner, donc j'anticipe. Ça ne me paraît pas raisonnable, avec toutes les limites, bien sûr, à ce raisonnement lorsqu'on fait en routine de la pratique clinique. Voilà ce que j'avais à vous dire et encore une fois, merci au comité scientifique pour me donner l'opportunité de vous représenter ces données. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On a le temps pour une ou deux petites questions. Est-ce que... Ouais. Marie-Pierre. Marie-Pierre. Merci beaucoup pour ces résultats. Je voulais juste faire un commentaire sur l'analogie en fait, de l'utilisation du fibrinogène aussi dans l'hémorragie du postpartum. On a fait la même chose. On a pris une cohorte prospective observationnelle et on a regardé fibrinogène, pas fibrinogène dans l'HPP avec un outcome clinique de morbidité. Et c'était juste pour vous dire, donc hyper important de prendre en compte effet centre et aussi le biais d'indication, parce que c'est la même chose, en fait, c'est les plus sévères qui auront le produit de manière un peu automatique, en fait, sans qu'on ait vraiment les preuves dans la littérature. Et c'était pour dire qu'on a trouvé la même chose. Il n'y a pas de bénéfice en termes de morbidité. En tout cas, ce n'est pas encore démontré du fibrinogène concentré quand on prend en compte donc, cet effet centre et le biais d'indication. Et donc, une question subsidiaire, c'est est-ce que vous avez pris en compte le biais d'indication et des scores de propension pour... juste vérifier que ce n'est pas les plus sévères qui ont toujours du fibrinogène et que... C'est clair que c'est le cas, d'accord? C'est le cas. Et alors, les bénéfices respectifs en termes de conclusion entre les scores de propension et puis les multivariés sont discutables, d'accord? Il n'y en a pas un qui soit meilleur que d'autres, mais bien sûr qu'il y a un biais d'indication. Bien sûr. Alors, on va voir exactement ce que les reviewers vont nous demander. On n'a pas voulu faire le score de propension d'emblée. Mais oui, bien sûr. Mais après, a priori, si la multivariée déjà est NS, donc c'est plutôt... il y a des fois des surprises, d'accord? Donc, ce n'est pas superposable à 100%. Mais donc, on a beaucoup travaillé sur les modèles multivariés. On a l'impression qu'ils sont robustes. Merci beaucoup, Dan. Merci beaucoup. Merci. Excellente présentation.